Jacques Chirac, il a dit à une époque, nous on vit sur ce qu'on a volé en Afrique. Et bien aujourd'hui, ils sont tellement endettés, à mon avis, qu'ils veulent aller rechercher, reprendre les ressources de tous ces pays pour pouvoir prendre du souffle. On le voit, par exemple, l'offensive française depuis 1 an sur l'Algérie, qui a aucune raison d'y être. Mais on est en train de la préparer, pour moi, on est en train de préparer la guerre d'Algérie après la guerre d'Iran. Si l'Iran tombe, la prochaine, c'est l'Algérie. Bonjour à tous, Bonjour Mion, bonjour tout le monde. bienvenue dans cette nouvelle vidéo entretien sur la chaîne du journal Jeunesse du Monde. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Fadi, militant au collectif pour le Liban qui est très actif sur Marseille et qui vient nous parler un peu de son analyse de la situation actuelle au Liban et au Moyen-Orient. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ça n'a dû échapper à personne, mais nous assistons depuis plusieurs semaines à une offensive majeure de l'impérialisme états-unien et d'Israël contre l'Iran et le Sud-Liban. Et quand on sait que l'Iran et la résistance libanaise ont été les forces les plus résolument engagées contre le génocide des Palestiniens depuis l'extérieur, est-ce qu'on ne peut pas y voir une forme de représailles? Alors c'est plus qu'une représaille aujourd'hui ce qui se passe sur l'Iran et sur le Liban en général, parce que c'est pas que le Sud qui est attaqué, c'est tout le Liban qui est attaqué. Aujourd'hui, pour Netanyahou, il croit qu'il a une, euh, une ligne de tir et qu'il peut changer tout le Moyen-Orient. Le but aujourd'hui, c'est pas des représailles, c'est de finir avec tout ce qui est résistance, que ce soit en Palestine, au Liban, et le seul pays qui nous aidait, c'était la Syrie et l'Iran. Bon, la Syrie, ils ont réglé son problème il y a 1 an et demi. Ils ont réussi à chasser le pouvoir en place pour le remplacer par des terroristes connus par le monde entier, mais que tout le monde applaudit aujourd'hui. Malheureusement, cet Occident, il est génocidaire en lui-même, parce qu'il est capable de vous mettre sur la tête d'un État qui fait quand même 25 ou 30 millions il y a en Syrie. Un terroriste notoire, un mec qui a tué avec ses mains les gens. Ils ont massacré les gens, mais vraiment, c'est les massacres les plus terribles, c'est à la main. C'est même pas on a tiré une bombe et on a tué les gens, ils ont tué à la main. Cet Occident, il était capable, pour terminer avec la résistance et détruire la résistance, c'est de mettre un terroriste sur un État qui est leur pion. Même Trump, il a dit, bah, le Shah, c'est moi qui l'ai mis en place. Du coup, ils ont fini avec la Syrie, ils ont coupé la route des armes qu'on appelait la route des armes Iran, Irak, Syrie, Liban. Et aujourd'hui, ils se disent, comme la route, on a réussi à la couper, ben, on peut finir avec ce qui reste. Et on a Trump qui est prêt à nous soutenir, quoi qu'il en soit. Et on y va. Et ils ont réussi à convaincre les Américains à aller à cette guerre, alors que tout le monde le sait, que cette guerre, elle va être fratricide. Elle va mettre le Moyen-Orient en feu. Voilà, le but, c'est détruire et finir avec tout ce qui est résistance pour détruire tous les pays et les découper, avoir des entités faibles où l'État israélien peut intervenir quand il veut et agrandir son territoire à fur et à mesure, parce qu'il ne peut pas tout faire d'un coup. Ils sont pas assez nombreux pour le faire. Du coup, ils vont le faire par étapes. Finir avec Gaza, le sud Liban, première partie, après une deuxième partie. Et c'est ça le but aujourd'hui, c'est de fragmenter toute la région en des petits États ethniques, religieux, et eux, après, c'est la grande puissance qui pourra intervenir où elle veut et faire ce qu'elle veut et agrandir à fur et à mesure le grand Israël. Et le but, en finissant avec la résistance au Liban, l'Iran, c'est après attaquer les autres pays arabes, parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Le projet, c'est aussi demain détruire l'Égypte, hein, parce qu'ils disent le Grand Israël, c'est du Nil au Fourat, hein. Il n'y a personne qui s'arrêtera, hein. Ils veulent prendre une partie de l'Arabie Saoudite, toute la Jordanie, tout le Liban, la grande partie de la Syrie, jusqu'à arriver en Irak. Bon, voilà. C'est plus qu'une représaille, c'est un projet colonial,
un projet impérialiste sur le Moyen-Orient. Détruire, chasser tout le monde ou les faire des esclaves chez les colons qui vont venir du monde entier, qui ont commencé en 1948. Voilà où il est le projet. C'est pas que des représailles, c'est vraiment très loin des représailles. C'est vraiment un projet qui se travaille depuis très longtemps. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Le projet a commencé quand, en 73, il y a eu la deuxième guerre, la guerre d'octobre, de Yom Kippour qu'ils appellent. Cette guerre, ils ont failli tout perdre, Israéliens. Le projet, c'était de commencer à détruire, avec le projet Kissinger, de détruire le Moyen-Orient, reconstruire des petits États. Ils ont commencé par le Liban. La guerre civile libanaise, le but de la guerre, c'était de fragmenter le Liban. Après, il y a eu l'intervention syrienne, qui était le grand voisin puissant qui a pu, entre parenthèses, on l'aime ou on l'aime pas, c'est une autre histoire, mais dans la géostratégie générale, il a protégé les chrétiens du Liban d'être virés, parce que c'était le projet des Américains à une époque, c'est on met les Palestiniens pour l'instant, pour après les chasser. Hein. Mais c'était le projet. Celui qui a arrêté ce projet à l'époque, c'était Assad père. Les Israéliens, malgré tout, ils sont rentrés après pour essayer de redécouper. Mais pareil, le grand frère syrien, c'est lui qui a joué la géopolitique avec les Américains. Et à un moment donné, il y a eu la guerre de l'Irak. Et on a arrêté la guerre au Liban pour détruire le Irak. Ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à détruire le Liban, le petit pays. Ils ont dit on commence vraiment par le gros, le plus puissant, parce que l'Irak, à l'époque, c'était l'État arabe le plus avancé, le plus puissant militairement, économiquement, à tous les niveaux. L'Irak, en 81, il faisait du nucléaire. On parle de nucléaire iranien en 2026, qui a été détruit par Israël. Du coup, ils sont allés détruire l'Irak. Et aujourd'hui, l'Irak, on voit, hein, c'est une catastrophe. Ils ont détruit la Syrie et ils arriveront au Liban. Voilà le projet où il est. Voilà. Ouais, bah merci pour ça. On tient notamment, nous, à Jeunesse du Monde, de profiter un peu de la vidéo pour adresser une pensée fraternelle au peuple iranien et libanais qui vivent aujourd'hui sous les bombardements Tout à fait. sous les Soit un incursions tapis de soudaines, bombes. sous les déclarations soudaines d'évacuation arbitraire par une puissance étrangère de quartiers entiers parce qu'ils préviennent qu'ils vont tirer sur les civils, etc. C'est des heures extrêmement difficiles, donc on tient à penser à eux. On a pu quand même entendre ces derniers temps de nombreuses voix libanaises tenter d'attribuer à la résistance libanaise la responsabilité de l'attaque en cours, étant donné justement que la résistance libanaise a pris l'initiative d'attaquer Israël dans la foulée du déclenchement de l'offensive états-uno-israélienne contre l'Iran et de la mort de l'ayatollah Khamenei. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ces accusations? Alors, aujourd'hui, c'est vrai, ces voix, ils sont même au plus haut de l'État. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le cessez-le-feu qui a été signé en novembre 2024 entre le Liban et l'État génocidaire, garanti par la France et par les États-Unis, ben nous, on a respecté. Et le cessez-le-feu, il disait cesser des activités militaires, retrait de la résistance derrière le fleuve Litani, déploiement de l'armée, et Israël, elle se retire des quelques positions qu'elle a pu prendre à la frontière et elle libère les otages. Alors, la résistance, elle s'est retirée, elle a donné ses armes à l'armée libanaise et Israël, elle n'a jamais rien respecté. Tous les jours, il y a des bombardements au Liban. Tous les jours, il y a des morts. Pendant 15 mois, tous les jours, il y a des bombardements. Tous les jours, il y a des incursions. Tous les jours, ils rentrent, ils font des opérations, ils font exploser des maisons. Et tous les jours, ils interdisent les gens de reconstruire leur maison. En fait, sur cette partie, ils veulent plus de personnes. Ils veulent un terrain vague, parce qu'ils ont détruit tous les villages, et ils ne veulent pas laisser les gens reconstruire. La résistance, elle a fait l'alerte pendant des mois et des mois en disant ça ne peut pas continuer comme ça. Tous les jours, on a des morts.
tous les jours, on a des maisons détruites. Ils étaient où les garants de ce cessez-le-feu? Elle était où la France? Et elle était où les États-Unis? Ils disaient Amen à Israël, elle peut. Ça veut dire que nous, on a le droit de mourir gratuitement et on n'a pas le droit de répondre. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et le pire, c'est que le ministre de la Défense israélienne, il a dit, nous, on préparait une attaque surprise contre la résistance libanaise, mais ils ont rebondi avant nous. Ça veut dire qu'ils ont eu sûrement des renseignements qui disent qu'ils vont attaquer. Alors, c'est pas, ce qui se dit aujourd'hui, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Pendant 15 mois, moi, en France, j'ai jamais entendu les Français, les médias français dire « Ah ben aujourd'hui, il y a eu 3 morts au Liban. Aujourd'hui, il y a eu un bombardement sur la Beka, un bombardement sur... » Jamais. Mais par contre, quand nous, la résistance libanaise envoie 6 missiles, ah ben c'est la fin du monde. Non, c'est vraiment le monde à l'envers. Voilà. Ouais, ça, c'est clair qu'on assiste à un deux poids, deux mesures médiatique absolument insupportable, mais qui est tellement insupportable qu'il devient évident même parmi la population. Mais pour revenir un peu plus à l'aspect pratique du conflit, là, on lit un peu partout que l'actuelle guerre asymétrique, qui est menée justement par la résistance libanaise et par l'Iran, face aux États-Unis et à Israël, est en train d'épuiser extrêmement rapidement les stocks de missiles états-uniens dans la région, sachant qu'un missile iranien ou libanais coûte quasiment 1% du prix des missiles justement intercepteurs utilisés par Israël et les États-Unis, sachant qu'en plus pour un missile envoyé de l'extérieur vers les bases américaines ou vers Israël, il faut plusieurs missiles intercepteurs qui coûtent des dizaines de millions pour certains, voire des fois encore plus. Aujourd'hui, il y a quand même un signal fort qui a été donné, puisque tout le monde annonce que les stocks états-uniens sont en train de s'amenuiser à vitesse grand V, que ce qui est en train d'être tiré tous les jours nécessite des mois à être refabriqué dans les usines américaines. Et en plus de ça, le signal est assez fort, puisque les États-Unis semblent retirer la majorité des missiles antimissiles de toutes les bases américaines de la région, donc des différents pays arabes, pour tout placer pour défendre en priorité Israël. Est-ce que ça ne serait pas le signal qu'on pourrait assister dans cette séquence à une potentielle mise en échec de l'offensive états-unienne et de son affidé israélien, et à justement un peu une recomposition, une reconsidération de toutes les alliances que l'impérialisme a réussi à tisser avec les pays arabes ces derniers temps, ces dernières années? Alors, c'est vraiment très compliqué de dire. Alors, j'y crois pas qu'ils ont plus de stock, franchement. Vu ce qu'ils sont capables de produire, parce que je viens de lire hier que ça fait 2 mois que Trump il s'est réuni avec les fabricants de missiles et qu'ils ont augmenté leur capacité de production. Ça fait 2 mois, ça veut dire qu'ils le savaient avant et ils se préparaient. En plus, il ne faut pas oublier que le budget militaire américain, il est égal au budget du monde entier. Les Américains, je ne sais pas, on va dire, leur budget c'est 1 milliard. Le monde entier, il dépense 1 milliard en militaire. Ça veut dire ils ont une capacité énorme. Et franchement, je ne crois pas à l'épuisement. Par contre, ce qui est sûr que par rapport aux pays arabes, ils se rendent compte maintenant que toutes les bases qu'ils avaient, parce que des bases, juste au Koweït, il y a 20 bases américaines. Juste au Koweït. Ils se rendent compte que toutes ces bases, c'était pas pour les défendre à eux, mais c'est pour défendre Israël. Du coup, ouais, c'est surtout pour défendre Israël. En tout cas, pour défendre, parce que le but, c'était de dire, on est là pour vous défendre. C'est vraiment pas pour les défendre, c'est pour défendre Israël. Et tous les radars qui sont placés au Koweït, aux Émirats, c'est des radars qui sont vraiment mis pour les missiles à longue portée, que les Iraniens, apparemment, ils ont réussi à détruire. Du coup, là, il y a déjà un problème de... Sur les radars, il y a un problème chez les Américains. Il va falloir qu'ils ramènent d'autres radars. Alors, ça m'étonnerait que ça se fait en 2 jours. Mais c'est vrai que les Iraniens, autant les Américains, ils savaient ce qui se passait en Iran, mais apparemment, les Iraniens, ils savaient vraiment ce qui se passait autour d'eux. Mais l'épuisement, vraiment, je ne crois pas. Et les Arabes qui se rebellent sur les Américains, j'y crois pas du tout. Je crois qu'ils sont tellement soumis.
qui croient qu'ils savent que leur émirat, ils tiennent vraiment sur des cartons et ils sont capables de les éliminer comme ils ont éliminé tous les pays qui étaient contre eux. J'y crois pas du tout sur ça, surtout aux Émirats où ils sont vraiment très pro-israéliens maintenant. Je crois que ils ont frappé aujourd'hui, eux, en Iran. Ils ont détruit une, euh, une usine de dessalage d'eau. Du coup, franchement, là, je crois pas. Ce que je crois, par contre, c'est que il faut résister, que je crois qu'ils vont résister et ils vont les amener à des négociations qui nous sortiront la tête de l'eau. Ça, je crois que c'est là où on y arrivera. Après, je connais la capacité de la résistance libanaise à résister. Les capacités d'Iran, je crois pas, mais de ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois qu'ils étaient vraiment prêts à ce qui va leur arriver. Voilà. C'est très intéressant du coup toute cette discussion sur le Moyen-Orient. Nous, à la jeunesse du monde, globalement, quand on réfléchit à ces questions-là, on est assez convaincus que toutes les offensives qui semblent se multiplier un peu partout sur la planète, on pense au Venezuela, à Cuba, notamment là, face à l'alliance des États du Sahel qui est en train de se soulever, notamment face à la France-Afrique, à la Palestine, au Liban, à l'Iran, et que ce soit à la Russie en Ukraine, ne sont en réalité que les différentes facettes d'une unique offensive globale et cohérente de l'impérialisme états-unien pour affronter le réveil des peuples et des nations qui aujourd'hui profitent d'une certaine manière du sillon tracé et ouvert par l'essor fulgurant, que ce soit en termes industriels et militaires, de la République populaire de Chine, pour défendre justement, pour utiliser ce sillon, pour enfin avoir les outils, donc que ce soit économiquement, militairement et industriellement, pour défendre leur souveraineté. Et dans ce sens, il y a pas mal d'indicateurs qui semblent aussi indiquer que euh, une grande partie de l'offensive de l'impérialisme états-unien aujourd'hui contre l'Iran et le Liban, et en fait contre tous les peuples du Moyen-Orient, est en grande partie aussi liée à l'objectif de priver la République populaire de Chine de l'accès au pétrole iranien, une fois qu'ils avaient donc verrouillé l'accès au pétrole au brut lourd vénézuélien, et maintenant d'aller embêter, maintenant qu'eux, ils sont garantis d'avoir leur propre sphère avec des prix qui varient pas spécialement, en approvisionnement spécialisé et spécifique pour les États-Unis, d'aller ensuite enflammer la région pour tenter d'enrayer la croissance générale chinoise qui se développe et qui quand même dénote à l'échelle des grandes puissances. Et notamment, on voit que l'ouverture du conflit, a priori, les Chinois ont déjà annoncé qu'ils partaient du principe et partaient de l'hypothèse qu'ils allaient perdre 1 point de croissance dû, de ce que je comprends, à l'ouverture de ce conflit dans leur chaîne d'approvisionnement essentielle en énergie. Et pour nous, c'est aussi un indicateur qui serait un peu alarmant pour les peuples du Moyen-Orient. Ça veut dire aussi qu'au-delà justement du coût des missiles, etc., les États-Unis seraient prêts à mettre le paquet, à sortir leurs réserves, et même quitte à s'enliser dans la région avec un conflit coûteux en termes de vie humaine, en termes d'argent. Est-ce que du coup, est-ce que ça te parle, une telle dimension? Est-ce que ça pourrait justement donner des billes et en tout cas permettre d'expliquer un peu toute cette offensive permanente d'Israël et des États-Unis dans la région, qui n'ont de cesse de vouloir agresser des peuples qui n'ont absolument rien demandé, qui même au final sont tellement dépassés qu'ils cherchent parfois juste à demander à vivre tranquille sur leur lopin de terre, même si les peuples à côté se font massacrer, etc. Est-ce que du coup ça te parle, cette dimension internationale? Est-ce que tu penses que ça joue vraiment ou est-ce que tu penses que c'est un facteur secondaire? Ah non, ça joue énormément même. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux axes sur ce point. Il y a le premier axe, c'est que ils veulent, aujourd'hui, tous les pays colonialistes, des États-Unis à la France, à l'Europe, aujourd'hui, sont tous endettés à mort. Euh, Jacques Chirac, il a dit à une époque, nous, on vit sur ce qu'on a volé en Afrique. Et bien aujourd'hui, ils sont tellement endettés, à mon avis, qu'ils veulent aller rechercher, reprendre les ressources de tous ces pays pour pouvoir prendre du souffle. On le voit, par exemple, l'offensive française depuis 1 an sur l'Algérie, qui a aucune raison d'y être. Mais on est en train de la préparer, pour moi, on est en train de préparer la guerre d'Algérie après la guerre d'Iran. Si l'Iran tombe, la prochaine, c'est l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, et on en a besoin pour combler nos dettes. Les Américains, c'est pareil.
Ils sont endettés à mort. Et aujourd'hui, leur dollar, s'il chute, il chute avec. Hein. Tout se détruit, tout tombe. Du coup, aujourd'hui, leur but, c'est... Il y a 2 buts. Un, de récupérer les ressources et de les utiliser pour combler leurs dettes. Je donne un autre exemple. Au Liban, on a du gaz, on a du pétrole dans la mer. Israël est à côté, elle sort le gaz et elle sort le pétrole. Il y a plus de gaz que de pétrole. Et nous, on ne laisse pas le sortir. Parce qu'on était puissant avec la résistance qui disait non, on le sort, sinon on frappe à côté. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous laissent pas sortir. Ils vont nous autoriser à le sortir quand? Quand ils prendront 80%, ils nous laisseront les miettes. C'est ça ce qu'ils veulent. C'est récupérer toutes les ressources. Et comme nous, on n'est pas solidaires entre nous, ben ils sont en train de nous prendre un après l'autre. La Syrie, le Liban, l'Irak avant. L'Irak jusqu'à maintenant. L'argent du pétrole, il va aux États-Unis et c'est les États-Unis qui leur redonnent ce qu'ils ont envie aux Irakiens. Imagine que la guerre, elle est finie, elle a été en 2003. Et il n'y a plus l'administration américaine depuis 2000, je ne me rappelle plus si c'était 2008 ou 2007. Jusqu'à maintenant, tout l'argent va aux États-Unis. Et en même temps, il faut fermer la route aux Chinois, parce qu'il n'y a pas que le pétrole, mais il y a les routes maritimes. Pourquoi il veut aller en Groenland? Il l'a dit, hein. Il va aller en Groenland pour fermer la route aux Chinois. Alors, il n'y a pas que ni juste pour l'argent, ni juste pour attaquer les Chinois. C'est imbriqué l'un dans l'autre. On est défaillant, on n'a plus d'argent, ben, il faut aller piller les autres. Le colonialisme, il revient en force aujourd'hui, d'une autre manière, avec, entre parenthèses, la liberté, la démocratie. Tu peux me vendre ce que tu veux, il n'y a aucun pays qui est démocrate. La Libye, ils vivaient les gens super bien. Ils avaient des ressources avec un petit peuple. Ben, il y a toujours les ressources, mais ils vivent comme des chiens galeux aujourd'hui. Il est où l'argent? Qui le prend? Voilà. Il n'y a pas de liberté, c'est piller les ressources. Voilà où ils veulent. C'est piller les ressources et enfermer les Chinois pour les asphyxier à fur et à mesure. Et je ne comprends pas qu'ils ne réagissent pas, les Chinois. Je ne comprends pas. Parce que c'est leurs alliés. Alors, ils ne peuvent pas rentrer en guerre militaire avec les États-Unis, parce que, en tout cas, mais ayant tout le monde, ayant l'arme nucléaire, quand tu le sors, tout le monde s'arrête. Mais je ne comprends pas. Mais leur tour viendra, en tout cas, s'ils ne bougent pas. Hein. Et s'ils bougent trop tard, comme les Arabes aujourd'hui, ben pareil. Hein. Ouais. Ouais, bah, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et moi, je voulais revenir un peu plus sur le plan national en France, puisque, bah, on le sait, c'est pas du tout nouveau que l'impérialisme français, bah, il est résolument impliqué dans toutes les offensives impérialistes, que ce soit au Moyen-Orient et en Afrique, dans une moindre mesure que les États-Unis, certes, mais systématiquement, c'est bah, du coup, au-delà du discours des fois pro-reconnaissance de l'État de Palestine, etc. Ce qui est certain, c'est que c'est un soutien pratique, l'impérialisme français est un soutien pratique résolu d'Israël. Ils organisent et ils appuient défensivement, ils essayent de défendre du coup face à, l'Iran et à la résistance libanaise tout ce qu'ils peuvent pour essayer de neutraliser toutes les capacités offensives de ces deux forces. Ils ont même, l'hypocrisie, Macron a osé dénoncer la tentative de coup d'État des États-Unis au Venezuela récemment, sachant que la France, l'impérialisme français, Macron lui-même, a tenté d'organiser un coup d'État au Burkina Faso le même soir, la même nuit. Donc ça veut dire qu'ils étaient au courant de l'offensive états-unienne. Ils ont décidé de coordonner une tentative de coup d'État qui, eux, a échoué. Ils n'ont pas été capables d'accomplir leurs objectifs au Burkina Faso. Et dans la foulée, le même va ensuite dénoncer pour se faire dorer dans les médias, pour passer pour l'opposant démocrate à Trump, etc. Enfin, c'est d'une absurdité. Et aujourd'hui, c'est quand même intriguant de noter que du coup, le président du Liban se retrouve maintenant à appeler à l'aide Emmanuel Macron pour tenter de le sauver de je sais pas quoi, sachant que Emmanuel Macron n'a jamais été l'allié d'aucun peuple, et encore moins, si on veut comparer avec la situation en France, n'a jamais été même pas l'allié de son propre peuple pour le défendre dans la moindre condition. Alors c'est pas à l'étranger
face à des peuples qui ont des ressources et qui se font bombarder, qui vont bouger le petit doigt. Donc ce qui est sûr, c'est que l'impérialisme français, il a résolument choisi son camp et qu'il contribue à la préparation d'un conflit de haute intensité à l'échelle mondiale. Macron, il l'annonçait déjà dans son discours devant l'école de guerre, je crois que c'était en 2018 ou en 2020, je ne sais plus, que la France, dès juste après son élection, allait se préparer à viser un conflit de haute intensité, c'est-à-dire une potentielle troisième guerre mondiale à échelle avec des millions de morts, etc. C'est ça qui est dit en sous-texte dedans, avec des opérations dans le Maghreb, des opérations au Moyen-Orient, en Turquie, des opérations sur le théâtre russe, etc. Et, euh, et en plus de ça, c'est ça. Donc là, ils se sont lancés dans une militarisation à vitesse grand V. Ils sont en train de couper dans tous les budgets. Macron, il a déjà fait voter un doublement du budget militaire. Il planifie de faire voter un deuxième doublement du budget militaire. Donc entre avant Macron et après Macron, c'est une multiplication par 4 du budget de l'armée. Et en parallèle, on assiste quand même, là, en France, à un mouvement populaire qui est complètement désarmé et incapable de se hisser à la hauteur des enjeux qui nous arrivent en pleine figure. Qu'est-ce qui nous manque selon toi pour organiser une contre-offensive une contre-offensive populaire, capable de freiner et désarmer notre impérialisme, qui part à l'offensive pour aller attaquer des peuples qui nous ont rien fait, et de l'autre côté, qui du coup se sert et puise dans tous nos services publics, et du coup puise et attaque notre propre peuple pour attaquer les autres, quoi. Donc un peu voilà, donc sur ces deux dimensions-là, l'hypocrisie de l'impérialisme français et de l'autre côté, mais qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi est-ce que nous on se sent aussi impuissants en France? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être capable de rien arrêter alors que notre impérialisme est complètement impliqué dans tous ces conflits? Alors aujourd'hui, le capitalisme, il est en bout de souffle, comme il a été le communisme avec l'Union soviétique qui est arrivé à sa chute. Le capitalisme, il est à bout de souffle parce que tout le monde est endetté, parce qu'ils n'arrivent plus à... Et les gens, ils sont de plus en plus informés, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la télé, malgré que la télé reste quand même l'élément majeur pour les gens plus de ma génération que de la tienne, qui se servent pas des réseaux sociaux, alors que la jeunesse aujourd'hui, elle est plus informée, elle sait ce qui se passe dans le monde, elle est moins manipulable que ce que c'est les gens de notre génération. Alors, c'est pour ça ils veulent militariser, mais c'est pas, ils disent on militarise parce que la Russie va nous attaquer. Non, c'est parce que eux, ils veulent attaquer les pays on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils veulent attaquer pour piller les ressources. On est reparti dans ce cycle. En fait, on est revenu 100 ans en arrière. Aller piller les ressources, armer pour aller piller et faire grandir le capitalisme. Mais la jeunesse, aujourd'hui, elle est moins partante sur le sujet, même si sûrement il y a une partie de la jeunesse qui se fait marcher dans ce discours. Mais il y a une propagande qui en marche quand même, tous les jours, du matin au soir, sur les BFM, sur les CNews. Et tout ça va amener à rapporter des gens et leur dire vous allez mourir pour la patrie parce qu'on va être attaqué. Mais le but, c'est aller piller les gens, aller piller les autres pays. Et la deuxième partie, c'était sur oui, la jeunesse. Ils pourront l'embrigader parce que c'est un mouvement qui est déjà arrivé il y a 100 ans et ils sont capables de le réinventer avec des capitaux qui sont investis pour ça. C'est quand tu investis sur les gens pour leur changer leur mentalité, tu arrives. Moi, j'ai vu au Liban, après la guerre de 2006, qui a été victorieuse contre l'État génocidaire, les Américains, ils ont investi au Liban 500 millions de dollars pour changer l'opinion publique sur la résistance. Elle a réussi à une partie. Parce qu'avant, en 2006, il y avait 75% qui étaient pour la résistance. Aujourd'hui, on est à 52 peut-être, à peine au-dessus de la majorité. Mais on est au-dessus de la majorité. Mais ça a coûté 500 millions de dollars investis sur 4 millions de personnes. C'est pas mal quand même. Du coup, oui, ils sont capables. Et on le voit aujourd'hui, moi, quand j'ouvre la télé, du matin au soir, comment
on montre les choses, quand on parle, que ce soit du Moyen-Orient ou qu'on parle de la Russie, ben, on est en train d'embrigader les gens. Et ça fait partie, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est sur le long terme. Pour arriver à un moment donné, on va dire, ça y est, on part en guerre. Et tout le monde, psychologiquement, il est prêt de dire, ben, on y va. Après, est-ce que la jeunesse sera capable de dire non? Je ne sais pas. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, parce que on n'est pas voyant, ni toi ni moi, et c'est compliqué à voir comment la population, avec tous les réseaux sociaux quand même, et savoir tout ce qui se passe, beaucoup plus qu'en 1915, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Les jeunes, ils ne sont pas les mêmes, et on ne sait pas comment ils vont réagir. Voilà. Ouais, bah merci beaucoup Fadi pour Avec cet plaisir. entretien. Et j'espère que vous, en ligne, vous trouverez ça aussi intéressant que nous. Et on a hâte de produire et de continuer et de développer du coup les activités sur cette chaîne YouTube. Et on vous invite à suivre, à vous abonner, à activer les Bien sûr. notifications. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.